Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'analyse et donc sur ce plateau, une petite surprise, un journaliste, analyste politique qui se fait désirer et qui voilà, apparaît sur ce plateau. Oui, je vais commencer par d'abord par mon ami Oumari Anjou. Oumari Anjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Henri et bonjour à tous. Henri Nyambodé, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Bonjour Omar, bonjour Maurice. Mais il ne se fait pas désirer. Il est toujours là et attend les consignes et les instructions pour rallier donc, le plateau très souvent. Mais bon, quand il a fallu les instructions de Laurent pour que vous ralliez ce plateau. Mais quand même, je ne peux pas débarquer quand même comme ça. Donc, pour respecter les formalités, j'attends toujours les instructions. D'accord. Ok, d'accord. Donc, on passera toujours par Laurent pour vous avoir sur ce plateau. Déjà, merci d'être venu. Vous avez revu notre plateau bien reloupé. Mais je tiens à remercier donc l'administration. C'est joli. Vous avez envie de revenir souvent. Oui, c'est ça. Merci. Merci, Henri Nyambodé. Laissons place maintenant aux choses sérieuses. Oui, nous allons parler de plusieurs sujets ce matin, mais déjà, un sujet préoccupe Henri Nyambodé, Oumari Anjou, une compatriote, Odile Aranwanou, athlète, oui, et qui a d'ailleurs, si je me trompe, participé aux derniers Jeux Olympiques, qui a déposé son enfant à l'école selon les journaux le 10 septembre et dont on n'a plus les nouvelles. Oumari Anjou. Oui, ça fait 2 ou 3 jours déjà que cette information circule dans les médias et qu'on n'a aucune déclaration de nos autorités, que ce soit les autorités, on va dire, sur le plan du sport, que ce soit les autorités, nos responsables diplomatiques déployés près de la France. Personne ne réagit, c'est quelque chose d'assez... Enfin, ce silence est inacceptable, c'est assourdissant, c'est insupportable. Parce que ces personnes-là, ce sont elles qui représentent le pays dans les arènes, dans les grands stades, sur les pistes. Quand elles sont en train de compétir, c'est des personnes qui portent les couleurs du Bénin. Elles représentent le Bénin tout entier. Déjà que dans le sport même, il n'y a pas un véritable soutien, il faut le dire. C'est pas qu'on leur apporte tout le soutien, par exemple, qu'apportent beaucoup d'autres États. Bon, on peut dire aussi que ça, c'est lié peut-être au niveau donc comment on appelle, de notre pays. C'est pas un pays forcément très nanti. Voilà, on peut comprendre. Mais quand ces athlètes-là se trouvent dans des situations aussi délicates, il n'y a pas de raison, au moins, qu'on ne nous informe pas. C'est un droit, le droit à l'information. Il faut que nos autorités montent au créneau. Dès l'instant où la police française dit qu'il y a une situation assez préoccupante par rapport à cette dame, il faut immédiatement monter au créneau, que ce soit l'ambassadeur de la France, nos autorités au plus haut niveau, les responsables sur le plan du sport. Personne ne réagit et cela, moi, je trouve ça assez enfin, c'est quand même assez grave, à mon avis. C'est assez grave et c'est pas bien pour plusieurs raisons. Je l'ai dit tantôt, nous avons un droit à l'information. Ils vont écrire quoi? Oui, mais nous dit déjà qu'ils sont informés de la situation et nous rassurer qu'ils suivent, comment on appelle, le travail, voilà, de près le travail de la police française et qu'ils mènent également des actions auprès des autorités françaises pour que cela puisse être dénoué le plus tôt possible pour qu'on retrouve cette dame-là. Oui, elle a des parents. Elle a des parents qui ont besoin d'être informés. Voilà, donc c'est une compatriote. Il ne faut pas laisser comme ça nos compatriotes, dès qu'il y a des petites difficultés. Il faut montrer que nous sommes un pays aussi soudés, nous sommes soudés les uns derrière les autres au Bénin. C'est important. C'est ça aussi le patriotisme, c'est ça aussi le vivre ensemble dont nous parlons. C'est ça l'union entre nous. C'est ça aussi ce qui va permettre de savoir que notre État se préoccupe véritablement comment on appelle, des uns et des autres. Voilà. Vous êtes d'accord avec la position donc du quotidien Fraternité qui pense que le porte-parole devrait dire un mot et que même l'ambassadeur près de la France devrait aussi nous dire ce qui se passe. Vous êtes parfaitement d'accord avec Maurice, c'est la moindre des choses.
Imaginez cette dame-là, elle va à un meeting, elle va à une compétition sportive, elle ramène une médaille. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? C'est le Bénin, c'est le Toutes drapeau nos autorités ont envie même. du Bénin. Voilà, on a envie de se mettre à qu'on hisse. l'honneur à ses côtés à partir de ce moment-là. C'est là où vous allez voir les ambassadeurs. Ah oui, elle a bien fait, elle a gagné. On fait une photo avec elle. Dès qu'elle retourne au Bénin, ce sont les autorités sur le plan aussi, enfin le ministère, tout ça, tout le monde va la congratuler. On s'affiche avec beaucoup de fierté à côté d'elle. Pourquoi, lorsqu'elle est en difficulté, cette personne-là qui porte donc notre drapeau dans les arènes sportives, pourquoi, une fois qu'elle est en difficulté, on ne réagit pas? C'est qu'il y a un problème. On ne dit pas forcément que c'est leur faute. On ne dit pas que c'est leur faute, ce qui lui arrive, non. Mais la moindre des choses, c'est de réagir, c'est de dire, nous écoutons ce que les autorités françaises font là-bas pour essayer de la retrouver, rassurer ses parents qu'il y a un travail qui est fait là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense qu'au-delà même de ses parents, nous, peuple béninois, il faut nous rassurer également. C'est une compatriote et ce n'est pas n'importe quel compatriote. C'est une athlète que tout le monde connaît. Voilà, donc moi je pense que c'est normal qu'on puisse réagir par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un a attendu un appât à Odile? Est-ce qu'elle a été enlevée? Où se trouve-t-elle? En ce moment, la fédération béninoise, bien sûr, d'athlétisme, s'est exprimé et a repris l'alerte et a appelé le pays à une union de prière. Henri Nyambonnet, lorsqu'une mère dépose son enfant à l'école et ne revient plus chercher l'enfant et qu'on perd ses traces, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Mais d'abord, quand vous parlez de mère qui dépose son enfant et l'abandonne et disparaît, il y a de quoi se demander quelles seront peut-être les causes. De façon générale, quand on l'analyse, on peut dire que si, entre-temps, c'est une mère ordinaire, comme tout le monde, on pourrait dire que peut-être les difficultés financières, relations tendues avec son époux, ou bien quelconque raison avec la famille biologique de son enfant. Mais ici, il est question de Odile Armamano, donc une athlète, une icône du sport, qui a voyagé, qui est allée faire une compétition. Et donc, forcément, elle est partie avec une délégation officielle. Je mets ça entre griffes. Oui, elle est partie avec une délégation officielle. Non, elle n'est pas dans une compétition. Elle vit en France. Elle vit en France. Mais il y avait une compétition l'autre semaine. Oui, mais elle est rentrée et elle a déposé son enfant. Donc, si elle va déposer son enfant, si je prends le cas général, et avec ces raisons-là, on pourrait dire que oui, il faut aller chercher ces raisons-là, à cause de ce qu'elle a fait. Maintenant que c'est une athlète, il faut déjà qu'on aille chercher, d'abord, savoir si dans les autres... dans les semaines antérieures, est-ce que Odile Armamano a eu quelques difficultés psychologiques avec les gens qui sont ceux qui l'ont fréquenté? Est-ce qu'elle a reçu des coups de fil? Voilà. Et tout ça là, pour retracer les causes. Parce que, vous savez, il s'agit d'une mère, au-delà de cette icône qu'elle est, elle est une mère. Et donc, déposer son enfant et disparaître comme ça, la fibre maternelle doit réagir. Donc, forcément, si elle n'est pas kidnappée, si elle n'est pas prise en otage, il doit y avoir une raison forcément, quelque part, pour justifier sa disparition. Donc, pour moi, on doit déjà continuer de prier pour qu'elle sorte indemne, qu'elle sorte saine de cette affaire-là. Mais je ne partage pas totalement la réaction de fraternité. Parce que vous savez quoi, oui, ça fait une semaine. Quand vous montez au créneau et que vous voulez parler au peuple, vous allez dire quoi? Parce que là, aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle est disparue. Oui. D'accord? Mais quand vous sortez, moi je préfère qu'on fonctionne comme ça. Quand vous sortez, il faut que vous apportez d'éléments nouveaux au public. Oui, on a retrouvé cette trace. Après avoir déposé son enfant, on l'a retrouvé à tel endroit, à tel endroit. Donc on a retrouvé sa voiture. Sa voiture quelque part. Donc vous apportez d'éléments nouveaux au peuple. Oui, je suis d'accord qu'on ne va pas garder ce silence-là, parce que d'abord, en gardant ce silence, on fera peur encore aux compatriotes, aux autres compatriotes qui diront que oui, je suis d'accord avec Omar, où dit qu'à un moment donné, on dit que c'est une icône, donc en la célébrant, on se met à côté, on reçoit les gens. Mais en sortant, en faisant une sortie médiatique, on doit normalement apporter d'éléments nouveaux aux compatriotes. On peut faire une sortie médiatique également pour apaiser, pour dire aux gens, voilà, oui, nous suivons de près les choses, nous allons apporter plus de précision
dès que nous aurons des informations. Ça fait une semaine. Vous pensez que Une c'est semaine, peu, c'est pas peu. une personne dont vous n'avez plus c'est les, pas peu. les nouvelles Oui, une semaine, pendant, oui, déjà, pendant un jour, c'est déjà trop. 24 heures, Oui, c'est déjà trop. Oui, il faut déjà. Vous savez, Vous avez dit que tout à l'heure, elle vit en France. Quel est le rapprochement entre elle et la fédération, sa fédération? Quel est le lien qui lie Odile avec sa fédération? Est-ce qu'elle est suivie journellement? Non, Et ça aussi. on ne peut pas dire oui. Voilà, donc, c'est que- si Elle mène entre-temps... sa vie là-bas. Non. Vous, par exemple, vous êtes journaliste. Si vous ne venez pas au boulot aujourd'hui, c'est que demain, l'administration de Eden TV doit être à votre trousse déjà. D'accord. Vous comprenez? On va s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Elle n'est pas une simple personnalité. Elle est une icône, vous l'avez dit. Elle est une icône. Donc, déjà, qu'on n'a plus ces nouvelles, un jour, 2 jours, 3 jours, on devait déjà commencer par s'interroger et retracer cette trace avant que la police française ne sorte cet avis-là. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Enfin, je vais partir par un exemple pour montrer un peu, enfin, pour exprimer un peu plus mon indignation face au silence, par exemple de l'ambassade et de comment on appelle, du ministère, par exemple, des Sports, qui, normalement, pour moi, devait prendre la parole et s'exprimer. Si c'était, par exemple, un proche d'une autorité de ce pays qui disparaît comme ça au Bénin, je ne sais pas moi, je vous assure, il y aurait eu peut-être une réaction de ces autorités-là pour dire « Ah », parce qu'on se serait dit « Ah, peut-être que c'est à l'autorité qu'on en veut, et ainsi de suite. » Voilà, donc il y aurait eu peut-être une réaction. Après une semaine, je vous assure, quelqu'un aurait fait une déclaration pour dire « Ah, attention, calmez-vous, nous pensons que si, nous pensons que si ». Dans le cas où, par exemple, ce soit par exemple un ravisseur, je vous donne l'exemple, par exemple, si dans le cas, par exemple, où ce soit quelqu'un qui l'aurait, comment on appelle, kidnappé ou bien enlevé, ou je ne sais pas moi, qui lui veut du mal, imaginez qu'un État comme le Bénin réagisse. Oui. Mais cela peut faire réfléchir ces personnes-là également et se dire, ah mais attention, ce n'est pas n'importe qui que nous avons levé. Ça risque de devenir une affaire très grave sur nous. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent changer voilà. Je ne dis pas que les ravisseurs vont faire ça forcément, mais ça peut être un moyen de quand même dissuader ces personnes-là aussi. Et aussi, il faut déclarer, il faut faire une déclaration, il faut sortir. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin d'être informés également. Ce n'est pas la France qui va nous informer. Cette athlète-là, elle aurait pu décider, par exemple, d'aller, compétir sous la bannière d'un autre pays. Oui. On est d'accord? Oui. La France, les pays occidentaux, qui payent mieux les athlètes. On est d'accord? La part du gain aurait pu lui monter à la tête et elle est partie avec ces pays-là. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a fait pour le Bénin. Donc moi, je pense que rien que pour cette raison-là, il est bon que nos autorités puissent dire, oui, écoutez, on a notre athlète qui a des soucis en ce moment en France, on ne la retrouve pas, rassurez-vous, nous sommes en train de faire quelque chose, si possible même rendre visite à sa famille. Oui, une délégation qui rend visite à sa famille, qui les rassure, oui, c'est une digne fille du pays, nous allons faire tout ce qui est... Mais on ne rassure pas. Mais écoutez, simplement, à la famille. Entre nous d'habitude, nous sommes en train... Vous savez, quand un proche disparaît comme ça, oui, la médaille d'or, quand elle disparaît comme ça, vous parlez d'une... Quand vous allez voir la famille, la première des choses à faire, c'est de leur apporter de nouvelles informations. Oui. Actuellement, nous avons pris les nouvelles, nous avons pris les dispositions, et là, elle a été retrouvée à tel endroit à la dernière minute. Maintenant, continue toujours de faire. Oui, ce que vous dites, oui, rassurer les parents, oui, on peut le faire. Mais moi, je pense que, désormais, il faut faire les choses comme on doit le faire, apporter d'éléments nouveaux. Et ça va permettre, bien évidemment, aux autres de s'apaiser, oui. Sinon, il est clair qu'on ne s'entendra pas. Parce que vous êtes de votre position. On va espérer. Oui, mais moi, je pense qu'il faut quand même réagir. Il faut aller vers la famille, essayer de les rassurer. Et parce que c'est pas les Français n'enverront pas des missives à sa famille, peut-être même qu'ils sont même dans le désarroi en ce moment, peut-être qu'ils n'ont même pas de lien, c'est des supputations, c'est vrai, mais peut-être qu'ils ont des difficultés même peut-être à joindre quelqu'un qui la connaît là maintenant. Donc il y a des choses aussi qui doivent être, des démarches qui doivent être menées au niveau de comment on appelle, en France, de notre en matière détachement d'enquête, diplomatique. ça va très vite, c'est des gens qui savent faire les enquêtes, qui savent faire les recherches, et lorsqu'on dit pendant 7 jours, moi ça m'inquiète vraiment, sincèrement. C'est inquiétant. Parce que ce n'est pas un pays qui néglige ces genres de situations, mais on va espérer, puisque la fédération
d'athlétisme nous invite à la prière, donc à prier. On va donc continuer, pas prier afin que... Au-delà de la prière, que... nous devons jouer notre rôle également en relayer cette information-là. Parce que quand elle gagne des médailles, nous sommes les premiers aussi sur ce plateau à être très fiers. Oui, Odila Wangwadou, c'est pour ça que nous en parlons donc, ici. Voilà. On aurait pu voir ce titre à la une et puis ne pas en parler. Et même nous en parlons pour que s'il y a des gens qui peuvent aider à la retrouver, que ces personnes-là puissent donc également s'investir afin que nous puissions retrouver notre compatriote, notre sœur Odile. Nous allons passer à un autre sujet. Ce matin, c'est le quotidien qui nous parle donc d'une personnalité politique, si vous voulez, si ce n'est pas exagéré, Irénée Agossa, ancien journaliste aussi, qui surprend toujours par ses positions. Pourquoi vous dites qu'il surprend? Bon, il a déjà surpris par le passé. Et maintenant que tout le monde, maintenant que l'opposition, en majorité, les membres de l'opposition, le clergé, tout ça, on parle de relecture du code électoral, voilà un opposant qui bien sûr prend le contre-pied, comme le crie le quotidien des opposants. Il prend le contre-pied des opposants. Il n'est plus opposant. Il n'est plus opposant depuis quand? Il n'est plus opposant. Et pourquoi le quotidien écrit à Gossa prend... Oui, d'accord, il n'est plus opposant. Il n'est plus opposant. Depuis les dernières élections, il a rallié l'UP Le Renouveau. Et donc, il fait partie des membres désormais de l'UP Le Renouveau. Très bien. Voilà. Alors, donc oui, il n'est plus opposant. La surprise peut venir de là. Ça ne devait pas surprendre alors quand il adopte cette position. Oui, mais là, le code électoral mérite d'être expérimenté. Qu'en pensez-vous? Non, écoutez, il y a ce code modifié et su beaucoup de critiques. Et les griefs des opposants, à un moment donné, c'est justifié, je mets ça en griffe. Parce que quand nous prenons les dernières élections, aucun parti politique, aucune formation politique, même l'UP, n'a pas fait 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Voilà une des raisons que brandit, par exemple, le parti, les démocrates, pour demander s'ils peuvent. Parce que ce qu'on leur demande de faire, c'est inadmissible. Oui, c'est impossible, vous voulez dire. C'est impossible, mais pas béninois. Parce que pour eux, même le plus grand parti politique qui est l'UP Le Renouveau, n'a pas fait 20% dans toutes les circonscriptions électorales aux dernières élections pour être déclaré. Chaque circonscription, on doit faire 20% dans chaque circonscription. Et pour ça, c'est la grosse peur des formations politiques. À part ça, il y a eu d'autres innovations qui peuvent, pour les opposants, qui peuvent amener l'année prochaine, en 2026, à retrouver un parlement monocolore. Parce que quand vous prenez le code électoral qui demande qu'on peut faire alliance, il y a un thème là, je l'oublie. Oui, ils ont utilisé un thème. Un thème qui peut permettre, par exemple, à l'UP Le Renouveau et le BR de se mettre ensemble pour soulever des sièges. Mais par contre, si on prend les démocrates auront affaire avec qui? Aujourd'hui, le lien ne passe pas entre FCBE et les démocrates, parce que dans ce qu'on voit au niveau des partis d'opposition, il n'y a que FCBE qui a encore des élus aujourd'hui, qui a encore des maires aujourd'hui. MPL, qui est de l'opposition, d'autres partis qui sont de l'opposition n'ont pas d'élus. Donc si les démocrates auront affaire d'alliance avec un parti, ce sera avec la FCBE. Voilà que FCBE, ça ne s'accroche pas encore. Et donc, le souci de certaines personnes, certaines autorités qui demandent la relecture du code électoral, c'est au niveau d'avoir de 20%, au niveau de certaines dispositions qui ne vont pas permettre que les élections de 2026 se passent comme ils le souhaitent. Maintenant, d'autres, quand vous parlez de Irénée Agossa, oui, il ne dira pas autre chose que ce qu'il dit là. Donc ça ne vous surprend pas? Ça ne me surprend pas, parce que lui, il faut qu'il dise quelque chose pour montrer qu'il est de la famille de la Jamouance. Sa fidélité. Fidélité. Et pour ça, il doit dire qu'il faut mettre ça d'abord, il faut expérimenter d'abord. Mais c'est dans l'expérimentation que les gens
trouveront qu'il y a des difficultés à faire. Dans ce pays, on a trouvé que les maires, pour choisir les maires, il a fallu qu'on fasse encore une autre loi pour désigner les maires. Avec ce code-là, il faut lire. Quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des dispositions qui sont difficiles, qui seront difficiles pour les partis politiques. Ils sont corsés selon vous? Corsés, très corsés. Tu prends 20%, c'est difficile. Hein. Et c'est surtout ce point qui vous inquiète. Oui. Oumar. Irénée Agossa, oui, il tape une fois encore dans la fourmilière. Oui, il tape dans la fourmilière et mes propos prendront deux orientations. Enfin, je vais me prononcer sur deux parties. La première partie par rapport aux propos de, comment on appelle, de Irénée Agossa et par rapport à l'analyse également de Henri Yambondé. D'accord, allons-y. Je vous dis, par rapport à Irénée Agossa, moi personnellement, rien ne me surprend. Qu'il soit de la mouvance présidentielle ou qu'il soit opposant, cette déclaration venant d'un citoyen béninois, moi, ne me surprend pas. Parce que dès qu'il y a une réforme, dès qu'il y a un nouveau... Ou un mouvancier? Un citoyen s'exprime sur un fait. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devait être surpris qu'un citoyen dise « Moi, je suis d'accord avec une telle réforme ». Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, pourquoi cela, d'abord, comme on appelle, moi, ne me surprend pas? Parce qu'il a le droit de donner son avis par rapport à cela. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça ne me surprend pas. Il a le droit de le dire, il n'y a aucune surprise à avoir. C'est son avis à lui. Okay. Et il a exprimé, et il peut donner les arguments. Maintenant, quand je prends l'analyse de mon ami, comment on appelle, Henri, mon ami de longue date, on se retrouve finalement ici. on est passé sur d'autres terrains ensemble, voilà, mais on se retrouve ici. N'empêche qu'on peut, de temps en temps, être divergent sur certains sujets. Et sur ce point, moi, je suis plutôt divergent. Première chose, cette réforme-là a été faite pourquoi? Il ne faut pas le perdre de vue. Les dispositions contraignantes, coercitives qu'il y a dans cette réforme-là ont quel objectif? Permettre quoi? D'avoir des partis à envergure nationale. Avant, au Bénin, on avait des centaines et des centaines de partis. On avait même des partis de quartier, des partis de village. J'ai trop dit, on avait des partis de sac. Voilà. Que ça appartient au seul individu. Voilà, le parti, les dossiers du parti. Et à la fin, on avait des candidats farfelus qui se promenaient à la Sénat, qui allaient là-bas. Et ça faisait le chou gras de nos confrères qui aimaient donc ces gens de scène-là. Donc, avoir des partis à envergure nationale. Avoir des partis aux normes démocratiques, je veux dire. Des partis qui respectent toutes les normes en la matière. Ça veut dire quoi? Des partis qui n'appartiennent pas à des individus. Un individu se lève, il crée un parti, et au sein du parti, il malmène les gens comme il veut. Aujourd'hui, il te nomme secrétaire, ta tête ne lui plaît plus. Demain, il te chasse. C'est lui seul qui finance le parti. C'est le seul individu qui finance le parti. C'est le président. Voilà, et c'est ça, c'est là où il faut rappeler. C'est là où il faut rappeler. Écoutez, lorsque je suis en train de parler, je pense qu'il serait bien de me laisser d'aller jusqu'au bout. Parce que certaines personnes vont penser quoi? Ils vont penser que ce monsieur-là, il est en train de faire de la communication pour le gouvernement. Pas du tout. Allez-y. Pas du tout. En tant que journaliste, nous avons le droit d'être impartial. Que ce soit pour les opposants et pour la mouvance. Non, ne vous inquiétez pas. Pas que je vous reproche quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Un individu qui est là, qui crée son parti. Et au sein comment on appelle, du parti, il fait sa loi à lui seul. Ça, ça ne se fait pas en démocratie. Ce n'est pas de la démocratie. Au sein même des partis politiques, la démocratie doit régner. Et dans ces dispositions-là qu'il y a dans la nouvelle loi, pourquoi vous ne rappelez pas l'effort que l'État fait désormais pour apporter un petit soutien également aux partis politiques, afin que les partis politiques n'appartiennent plus à un seul individu? Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. On est d'accord. Donc, il y a pas mal de dispositions dedans qui, au départ, c'est clair, vont être difficiles à assimiler, à adopter par certaines personnes. Et je vous le dis encore une fois, toute réforme, on n'est pas forcément disposé à accepter toute réforme. Il y aura forcément des réfractaires. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est le jeu démocratique et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Mais moi, je dis et je répète, n'oublions pas, ne perdons pas de vue, quelle que soit la relecture que nous voulons, ne perdons pas de vue ce qui a poussé l'autorité actuelle à faire ces réformes-là. Voilà. Ne le perdons pas de vue.
c'est parce que tout simplement il y avait du désordre au sein de, comment on appelle, dans notre manière donc de faire de la politique. Donc c'est tout à fait normal qu'on revoie les choses. Ça fait depuis 1990. Et les gens vont nous regarder de loin, mais ceux-là, ils disent qu'ils sont vraiment, ils font de la politique chez eux, mais en réalité, c'est du... Non! Il faut qu'on fasse de la politique de la meilleure des façons, en respectant les règles démocratiques que nous-mêmes nous sommes fixées. Et si on n'arrive pas à les respecter, trouvons les moyens qui vont nous y obliger. Justement, ce sont ces dispositions-là. Je ne les soutiens pas. Je ne dis pas que le code électoral ne doit pas être relu. On peut le relire et l'améliorer à notre guise. Il faut l'expérimenter. Mais écoutez, si on veut l'expérimenter, on l'expérimente. Si les députés décident ainsi et les politiciens, enfin les politiques décident ainsi et qu'ils veulent l'expérimenter, qu'on l'expérimente. Mais moi, je pense que ça a été fait pour quelque chose. Essayons de voir si ça permet d'éliminer ces choses-là. Regardez aujourd'hui l'arène politique, l'échiquier politique chez nous aujourd'hui. Facile à comprendre pour tout le monde. On sait qui est mouvancier, on sait qui est comment on appelle. Il y a quelques années en arrière, il y a des partis qui existaient, on ne les connaît pas. Il suffit simplement qu'ils aient envie d'un poste ministériel, envie d'être DG de quelque chose. On fait une messe d'action de grâce. On fait une marche à travers son village ou son quartier. Voilà. Donc ces choses-là aujourd'hui, le code permet d'éliminer toutes ces bizarreries-là. C'est une bonne chose, à mon avis. Je pense que Omar a bien fait de relever certaines choses. Le nombre de partis politiques qui aujourd'hui est réduit à un nombre considérable. Entre-temps, on était à 200. Je suis d'accord. Mais avec le système partisan, le nombre de partis politiques est réduit. Aujourd'hui, on peut compter le nombre de partis politiques. La dimension nationale qu'on veut conférer aux partis politiques, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a une chose, par exemple, quand je prends ce code, qui est sur les polémiques, et les raisons, je ne peux pas dire que ce n'est pas justifié, les raisons qu'évoquent les autres formations politiques pour demander la relecture du code électoral, pour moi, sont fondées. Je prends un exemple. Le seuil de suffrage pour soulever les sièges. Pour les élections passées, on était à 10%. Et pour les 10%, demandez-moi combien de partis politiques sont arrivés à trouver les 10%. Si je prends seulement la 6e circonscription électorale, c'est ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, quel parti a cet ancrage-là pour arriver à retrouver 20%, de 15 à aller à 20%? C'est difficile, c'est à ce niveau-là où le problème se pose. C'est pas au niveau de... Oui, d'envergure nationale. Oui, on peut travailler. Le soutien de l'État dont vous parlez, oui, c'est normal que l'État leur apporte du soutien. Mais est-ce que ce soutien-là va permettre aux partis politiques, aux formations politiques, d'avoir cette envergure nationale? Il y a quelque chose cette question qui reste. L'application de ce code électoral en 2026 va poser un certain nombre de problèmes. Et quand vous allez en micro, quand vous allez rencontrer les mouvanciers même, ils vont vous dire... En micro. Ils disent quoi? Ils vont vous dire, c'est difficile, mais comme c'est décidé, on va essayer de voir comment ça va se passer. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Vous savez, moi je vais dire une chose. Adopter la posture actuelle de Henri, que beaucoup d'entre nous adoptent, moi j'estime, c'est prendre le parti... Il n'a pas une posture, si, il fait des analyses. Attendez, je vais jusqu'au bout. Dans ces conditions, vous aussi, vous avez une posture. Attendez, non, je n'ai pas de posture. Ah donc, lui aussi, il n'a pas de posture, il fait des analyses. Si vous m'écoutez très bien, vous allez voir que je n'ai pas de posture. Allez, laissez-moi... Mais si vous l'écoutez très bien, vous allez voir qu'il n'a pas de posture. Bon, peut-être. Peut-être que vous êtes dans la même posture que vous ne voyez pas. Attendez que je vous éclaire. Attendez que je vous éclaire. En prenant cette posture, vous jetez de l'eau au moulin de tous ceux qui sont réfractaires à toutes ces dispositions coercitives qu'il y a dans le code électoral. Parce que pour vous, il faut les réviser. Oui, c'est contraignant. Contraignant pour quelles raisons? J'ai dit les raisons. Ils n'ont pas, je ne sais pas moi, le parlementaire n'a pas réfléchi comme ça. Ils ont réfléchi parce qu'on avait des problèmes et on veut résoudre ces problèmes-là. Je vous dis par exemple, au niveau de ce code-là, au niveau du parrainage, c'est une innovation. D'accord? Pour que, quand Maurice décide de vous parrainer, que Maurice ne fasse plus de chantage pour aller rejoindre un autre candidat. Ça, c'est une innovation qu'on peut saluer. Mais au niveau de suffrage, c'est là la difficulté. Moi, ma posture dont vous parlez, non, j'analyse. Et autant qu'ils sont, même dans le camp présidentiel, autant qu'ils sont, ils sont d'accord que
on leur demande de faire un gros travail. Parce que de 10%, c'est difficile pour eux d'avoir 10%. Quand on prend la 6e circonscription électorale, vous savez ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas dormi. Je vais aller maintenant à 20%. Voir qu'à 20%, c'est difficile pour eux. Je vais vous poser une question, parce que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Mais allez jusqu'au bout. Voilà. Je vais quand même... Peut-être qu'il apporte de l'eau à votre moulin. Il a vu des innovations. Il a vu des innovations dans le code électoral. Et qui marche. Et ça veut dire que tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas totalement mauvais. Donc, on se rejoint finalement quelque part. Non, moi, je fais une analyse. Maintenant, non, votre analyse, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous gêne qu'un parti qui n'arrive pas à respecter le code électoral meure et que naissent d'autres partis qui arrivent à avoir cette envergure? Ça met en difficulté le système partisan que vous avez dit. Non, ça ne met en difficulté aucun système partisan. Si un parti meurt aujourd'hui et que demain on crée notre parti politique, on va à la case de départ. L'objectif en créant un parti politique, c'est quoi? Bon, c'est vrai, c'est gérer la chose publique. Ça, c'est la première des choses. Briguer le pouvoir. Aller au sommet de l'État et pouvoir gérer donc, le pays. Ça, c'est l'objectif. Mais avant d'y arriver, il y a un travail à faire. Il faudrait que le peuple vous accepte. On est d'accord? Mais comment est-ce que vous faites si le peuple ne peut pas vous accepter? Comment est-ce que vous faites pour que le peuple vous accepte? Qu'est-ce que vous faites pour que le... Attendez, un parti que le peuple a accepté, vous allez me dire c'est 10% de la population seulement qui doit l'accepter pour que ce parti-là devienne un parti. Non, ça veut dire que si votre parti n'arrive pas déjà à avoir les 10% que le code vous exige, ça veut dire déjà même que vous-même, vous avez déjà un problème à votre niveau. Allez travailler pour pouvoir convaincre le peuple. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit dire d'abord aux opposants. Quand vous faites votre analyse, j'estime que vous n'allez pas vraiment en profondeur. Première chose, regardez aujourd'hui le Parlement. Quelle force ont ces opposants-là de faire changer ce code électoral-là au Parlement? Ils n'ont aucune force. Ils ne sont pas majoritaires. Ça, on peut le dire sans se gêner. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est de travailler sur le terrain. Travailler sur le terrain, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, respecter toutes les normes que demande le code électoral et travailler selon ces normes-là et briguer le pouvoir. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous réformez les choses. Donc, Irénée Agossou, donc vous le rejoignez. Il faut expérimenter le code. Je ne rejoins pas Irénée Agossa. Non, il a dit d'expérimenter ce code-là. Non, je n'ai pas dit ça. Vous ne voulez pas expérimenter. Moi, je dis, dans votre analyse, pourquoi est-ce que vous ne présentez pas les forces et les faiblesses également de l'opposition quand elle demande de revoir le code électoral? Oui, vous l'avez présenté, vous leur demandé d'aller travailler. Ils n'ont qu'à aller travailler. Et puis, étant donné que c'est ce qu'il leur reste à faire. Expérimenter le code. C'est ce qu'il leur reste à faire. C'est ce qu'il leur reste à faire. Maintenant, quand vous dites, est-ce que, donc, quand vous me posez la question de savoir, est-ce que moi je suis d'accord avec Irénée Agossa, vous voulez me faire porter une casquette que je ne veux pas porter? Non. Moi, je suis. Si vous demandez aux opposants d'aller travailler pour s'affirmer dans les circonscriptions, c'est alors pour expérimenter le code. Ça, c'est mon analyse. Ils n'ont pas besoin de crier révision, révision, révision. Mais si ça arrange l'autre, pourquoi est-ce qu'il va réviser? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il va réviser? Je vais ajouter quelque chose. Ce n'est pas un monde de bisounours, la politique. On n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil. Je tire le drap de mon côté. Et le gouvernement le fait. Il tire le drap de son côté. Où est le problème? Nous sommes dans l'arène politique. Voilà, ça c'est des coups qui sont permis dans l'arène politique. Donc, un code qui m'arrange, je fais tout pour le maintenir. Et pour l'expérimenter. Et j'ai la force au Parlement pour le maintenir. Étant donné que moi, opposant, je n'ai aucune force pour pouvoir modifier ça tout de suite, qu'est-ce que je fais? Mais écoutez, je travaille à me surpasser, à aller au-delà de toutes ces dispositions-là qui sont dedans, montrer au peuple que c'est moi qu'il faut choisir, démontrer à toute la population que... Mais écoutez, les 10% qu'ils ont mis dans leur affaire, il faut qu'on leur fasse la démonstration. Nous, on ne va pas s'arrêter à 10%. Si possible, même, on ira même à 60% et prendre le pouvoir. Chaque circonscription, 60%. Voilà. Donc, vous invitez l'opposition à arrêter de pleurnicher sur les... Non, il ne faut pas pleurnicher, c'est le moment de travailler parce que l'autre va le faire. On demande que j'aille à profondeur. On va finir avec le sujet. On demande que j'aille à profondeur. On va pour le dernier code électoral. Pas celui qui est modifié et à compléter là. Demandait que sur le plan national, que les formations politiques arrivent à engranger 10%. Sur le plan national, 10% pour soulever les sièges. Pour le nouveau code modifié et complété, c'est dans chaque circonscription électorale. Voilà le piège. C'est vrai si vous comprenez. Oui. Dans sur chaque le plan national, vous devez avoir 20%. Et non 10%. Et l'autre, c'était 10% sur le plan national. Et ce que je vous dis jusque-là, vous ne comprenez pas. Je vous dis, c'est un jeu politique. Il faut travailler. Le drap de son côté.
lui, il a la possibilité aujourd'hui de modifier le code à sa guise parce qu'il a les parlementaires qui le lui permettent. Ouais. Voilà, Oui, parce mais que sur le tout terrain, ce qu'il veut, il peut oui, le faire. Maintenant, si les opposants le à prennent l'Assemblée comme nationale, ça, c'est il n'y a autre pas de politique. raison. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Parce que sur le terrain, c'est autre chose. Si on prend 10% sur le plan national et que seulement BR et UP, le renouveau et FCBE et bon, non, des démocrates qui sont arrivés à avoir ces 10%-là. Et UP, le renouveau a eu ces 10% grâce encore à cette coalition avec le renouveau démocratique, le PRD de Mbedi. Maintenant, on leur demande d'avoir 20% dans chaque circonscription. C'est ça. C'est pas si vous comprenez. Donc il faut travailler. Moi, je vois que ça a été corsé. C'est ce que vous l'avez dit. Maintenant, je vais vous poser une question. Oui, Permettez, Henri. Je vous pose la question. Henri, s'il vous plaît, au Bénin, on modifie nos tests comment? Comment est-ce que les tests se modifient au Bénin? Moi, je vous pose juste cette question. Et répondez-moi. Vous avez parlé du Parlement. C'est au Parlement. Oui. Ok, comment est-ce que la majorité au Parlement, nos opposants qui pleurnichent en ce moment par rapport à ce code électoral, comment est-ce qu'ils font pour modifier ce code? Dites-moi. Quand ils demandent la relecture, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle est la démarche à suivre? Non, la démarche à suivre, c'est ça qu'ils ont commencé. Ils doivent aller à la présidence et se mettre à genoux. Président, pardon, faut nous changer ça. Et puis, il va leur changer ça. Je pense, enfin, c'est ce que vous voulez. Moi, je dis, je c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que... Quand on est devant le fait accompli, quand l'autre vous corse les conditions, parce que c'est ce qu'ils estiment, l'autre leur a conseillé les conditions, mais c'est le moment de comment on appelle, de mouiller véritablement le maillot. Je pense quand même que les démocrates doivent vous appeler pour que vous soyez un consultant. Non, pas forcément. Moi, je ne suis pas expert politique. Je suis analyste politique. Oui. Et moi, je pense que lorsqu'on fait nos analyses, allons vraiment jusqu'au bout et expliquer. Parce que quand on écoute la masse, c'est ça le danger de notre travail. On a tendance à se mettre du côté de la masse. Le journaliste n'a pas de parti pris. Non. Le journaliste n'a pas de parti pris. Moi, je ne suis ni opposant, ni mouvancier. Ce qui fait que quelquefois, quand je viens sur ce plateau, certains se disent, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans le sens de tout le monde? Vous êtes citoyen. Non, vous êtes un faux jeu. Pas du tout. Je suis un citoyen. J'analyse les faits et je montre comment est-ce que les choses se présentent. Donc, il faut mouiller le maillot. Il n'a qu'à les mouiller le maillot aussi. Henri, il faut mouiller le maillot. Moi, j'ai montré, comment dire, là où le bas blesse par rapport à ce code. Peur, oui. C'est au niveau de suffrage, au niveau de pourcentage à avoir. Et René Agossa demande d'expérimenter le code. Oui. Donc, bon, d'accord. On va rapidement parler d'un sujet. Je vous ai vu sourire, presque rire quand je parlais de ce sujet-là. On va aller très vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Les prostituées, je vais dire ça à voix basse. Les prostituées, et 11 sont en prison à Parakou. Et leurs pères disent menace. Leur père menace. C'est l'informateur, c'est quel quotidien qui nous a pas? Je pense que c'est l'informateur. Je crois que c'est l'informateur. L'informateur, oui. Oui, avec l'aide de la technique, on va certainement. Moi, je suis curieux. Voilà, l'informateur. Colère et menace des prostituées. Je suis curieux. Hein. Je suis curieux. On va finir. Les menaces, ce sera quoi? Ils sont en colère, oui. Non, écoutez, menaces. Oui. C'est quoi les menaces? Donc d'abord, il faut dire que les 11 qui ont été interceptés à Parakou, oui, interpellés. C'est l'ancienne classe de prostituées. Ancienne classe. Donc il y a une ancienne classe et une nouvelle classe. Oui, la nouvelle classe, c'est celle qui joue aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les busy. Les busy girls. Oui. L'ancienne classe, c'est elle qui continue toujours de se mettre... c'est la classe qui dit cela. Oui, voilà. Okay. Maintenant, oui, vous savez, elle contribue également au développement de la nation, en quelque sorte. Bon. Oui, vous savez... Ça augmente notre PIB ou bien... Non, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent et augmentent le PIB qui contribuent au développement de la nation. Quand vous avez un citoyen qui a la paix du cœur, vous savez, le rendement est différent. Et donc, ça fait les besoins physiologiques, les besoins que nous avons, elles autres arrivent à nous satisfaire. Et donc, les appeler et les intercepter, les envoyer en prison, oui, le travail même de prostitution n'est pas pénal. Ce sont les activités qu'on connaissent parce que, il y a que voies de fait, insultes, atteinte à la pudeur, tout ça là, qui sont
indiqués, qui sont, comment dire, interdits. Interdits. Oui. Maintenant, les autres qui menacent, oui, elles ont raison de menacer parce que leurs collègues sont en difficulté. Je pense que c'est de bonne guerre aussi. Et on va attendre sur le procès pour voir ce que ça va donner. Et quand elles menacent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont priver les gens de... Absolument, oui. Ah bon? Oui. Peut-être elles vont augmenter les frais désormais. Si c'était à 1000 francs, elles vont dire que c'est désormais passé à 5 000. Et bon, ceux... Et vu la vie chère. Oui, élever la barre comment on dit, très haute pour montrer qu'elles sont en colère. Elles peuvent faire de grève, ne pas se mettre au... et forcément, elles vont faire du mal à des gens parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas merci se séparer de ces personnes. Merci de reconnaître ça. Non, mais bon, on le sait. Ça, on dit. Donc, vous l'avez déjà dit. Votre démonstration initiale avait déjà dit que ça dit qu'elles jouent un rôle dans la société et qu'elles participent à l'équilibre. À l'équilibre. Merci beaucoup. Vous avez trouvé les juges mots. D'abord, la prostitution, cette activité-là, vous savez l'autre surnom qu'on lui donne, non? C'est le plus vieux métier du monde. Ah ouais, oui. Bon. C'est une activité qui a toujours été, on va dire, bannie. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lutte contre cette activité? Et c'est ce que je m'en vais vous dire. On a toujours lutté contre ça, même dans nos anciennes sociétés. Oui, je ne vais même pas dire métier, excusez-moi pour ne pas choquer les gens. Je vais dire plutôt une activité. Voilà. On a toujours lutté contre cette activité-là. Repartez même dans nos cultures, les cultes endogènes, un peu partout. Tout le monde déplore cette activité-là. L'éducation même de nos filles est essentiellement basée sur ça. Surveille ton sexe, on ne donne pas à tout le monde. Le sexe n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Elle commercialise, non? Voilà, elle commercialise finalement le sexe. Et ça arrive à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde, pardon. Ça arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui parce que dans des difficultés, on ne connaît pas les raisons qui les poussent à aller faire cette activité-là. Mais jusqu'à aller dire, on va manifester. Est-ce que vous savez qu'elles sont en association? Oui, je sais. Elles sont en association. Et donc, celles qui... Je sais même qu'il y a certaines ONG qui les regroupent pour les même donner des cartes pour des suivis. Pour les sensibiliser. Voilà, sanitaires et tout. Les sensibiliser. Oui, même leur suivi sanitaire, les précautions à prendre dans leur activité pour éviter de choper des... Et en France, elles s'exposent dans des vitrines où on fait son choix. Voilà, dans d'autres pays, c'est un métier qui est complètement légal qu'on peut faire, voilà. Alors que chez nous, on n'est pas encore arrivé à l'étape de métier, mais ce n'est pas encore punissable. Attendez, j'y vais jusqu'au bout. Ce n'est pas encore punissable. C'est vrai, le proxénétisme, quelqu'un qui organise ça, qui met les filles, oui, ça on peut punir. Et tout ce que, comment on appelle, Henri a cité autour, on peut punir ça. Mais l'activité elle-même n'est pas punissable. Dès l'instant où c'est deux personnes consentantes qui vont dans une salle pour avoir des rapports sexuels et à la fin, un autre fait un cadeau à quelqu'un, bon, ça se passe tous les jours, hein, même pour nous qui ne prenons pas les prostituées. Beaucoup d'entre nous, généralement, ont leurs petites copines. Beaucoup d'entre vous. Bon, d'accord. Beaucoup d'entre eux. Pourquoi vous ne devez pas reconnaître que... oui, je ne sais pas. Copine. D'accord. Bon. C'est pas dans ces ragots, là. D'accord, je sais de quoi vous parlez. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui le font également de manière... Voilà, donc, moi je dis, pas jusqu'à ce niveau-là. Si les Occidentaux, leur culture leur permet de le légaliser, de les accepter, moi je pense que notre culture ne nous permet pas ça à nous. Aucune, je sais pas moi, aucune région du Bénin, n'accepte. On va finir. Il faut combattre cela. On doit combattre. Ça ne doit pas être visible. Déjà, que les autorités continuent à travailler pour ne pas rendre cela visible. 8h57 minutes. Il faut, moi je pense que c'est quelque chose à bannir. Voilà. D'accord, 8h57 minutes, merci. Merci à vous pour vos analyses. Je vous en prie. Henri Yambodé, merci d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Radio Tado FM. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est lui, puisque vous le voyez à la télévision maintenant. À la radio, on ne connaît pas le visage des gens. Voilà. On a fait d'autres scènes ensemble où les gens l'ont déjà découvert. Il est très connu. D'accord, très connu, Henri. Quand on l'appelle, s'il n'est pas à Zogodo, mais il est à tel endroit, surtout pour venir sur le forum, c'est un problème. C'est un peu compliqué. Officiellement, devant les téléspectateurs, vous êtes invité pour le forum de rédaction du vendredi. Maintenant, si vous ne venez pas, vous aurez affaire aux téléspectateurs. D'accord. Merci. Merci Henri Yambodé d'être venu dans ce studio. Merci infiniment. Et parce que je sais que vous avez sacrifié beaucoup de choses pour y être. Merci également. Omar Adéanjou, merci.